En 1947, alors que la France peinait à réaffirmer son contrôle colonial sur l'Indochine, Air France tentait de maintenir une liaison passager fragile entre Paris et Saigon. L'itinéraire s'étendait sur plus de 11 000 km, nécessitant pas moins de 7 escales de ravitaillement à travers l'Afrique du Nord, le Moyen-Orient et le sous-continent indien, et consumait près de 4 jours entiers de voyage. Les avions n'étaient pas pressurisés et les déroutements liés à la mousson étaient suffisamment fréquents pour que les pilotes emportent des kits de survie en prévision d'atterrissage en pleine jungle. Ce service existait non pas parce qu'il était commercialement viable, mais parce que l'Empire l'exigeait. Durant des décennies après, l'aviation vietnamienne resta une préoccupation secondaire. Une seule compagnie d'État, des liaisons intérieures limitées et un espace aérien façonné davantage par les conflits que par le commerce. L'aviation en Asie du Sud-Est appartenait à Bangkok, Singapour et Kuala Lumpur. Le Vietnam, c'était une destination vers laquelle on se rendait avec la compagnie aérienne de quelqu'un d'autre. Puis, entre 2011 et 2025, le Vietnam est passé de 2 compagnies aériennes à 6. Un seul transporteur privé, VietJet, a passé des commandes pour 300 appareils auprès d'Airbus uniquement. Le trafic aérien intérieur du pays rivalise désormais avec celui de la Thaïlande. En 2025, les aéroports vietnamiens ont traité un nombre record de 83,5 millions de passagers, en hausse de 10,7% en glissement annuel, avec 113 routes internationales couvrant l'Asie du Nord-Est, l'Europe et l'Océanie. Mais voilà ce qui est incompréhensible. Le PIB par habitant du Vietnam se situe autour de 4 300 $. Ces aéroports fonctionnent au-delà de leur capacité prévue. La 3e compagnie aérienne du pays a failli s'effondrer suite à l'emprisonnement de son fondateur pour fraude. Pourtant, Boeing identifie le Vietnam comme le marché aéronautique à la croissance la plus rapide d'Asie du Sud-Est d'ici 2030. L'IATA le classe au 5e rang mondial en termes de croissance projetée. Des transporteurs étrangers comme AirAsia ont passé 2 décennies à essayer, en vain, de prendre pied sur ce marché. Alors, comment un pays doté d'infrastructures aéroportuaires délabrées et d'une seule compagnie aérienne d'État, il y a à peine 15 ans, a-t-il discrètement bâti le marché aéronautique le plus dynamique d'Asie du Sud-Est ? Pour comprendre pourquoi l'explosion de l'aviation au Vietnam était presque inévitable, il faut comprendre la contrainte physique unique du pays. Le Vietnam s'étend sur environ 1650 km du nord au sud, mais ne fait en moyenne que 50 km de large à son point le plus étroit. Les 2 centres économiques, Hanoï au nord et Ho Chi Minh Ville au sud, sont séparés par environ 1000 km. La géographie est un corridor. Durant la majeure partie de l'histoire moderne du Vietnam, relier ces 2 villes signifiait endurer un éprouvant voyage de 30 heures en train sur le Réunification Express ou un trajet en bus encore plus long via des routes de montagne sinueuses. Les infrastructures routières et ferroviaires, dont une grande partie datait de la construction coloniale française et avait été dévastée par des décennies de guerre, ne pouvaient tout simplement pas suivre le rythme d'une population qui s'urbanisait rapidement. Ce n'était pas comme la Thaïlande, où Bangkok sert de hub centralisé et où les vols intérieurs complètent un vaste réseau autoroutier. La population du Vietnam est fondamentalement bifurquée. Près de 100 millions d'habitants sont répartis entre 2 pôles éloignés, avec des villes secondaires majeures comme Da Nang, Nha Trang et Phu Quoc, disséminées le long de cet étroit corridor côtier. Le transport terrestre entre ces villes n'était pas seulement lent, il était économiquement aberrant. La liaison de Hanoï jusqu'à Ho Chi Minh Ville est devenue l'un des corridors aériens intérieurs les plus fréquentés au monde. En 2025, ce corridor se classait au 4e rang des routes intérieures les plus fréquentées au monde, offrant près de 11 millions de sièges selon OAG. Les compagnies aériennes ne se faisaient pas tant concurrence entre elles qu'elles ne rivalisaient avec le train, le bus et la moto. Et elles l'emportaient de manière décisive. La contrainte était permanente. Le Vietnam ne pouvait pas construire un réseau ferroviaire à grande vitesse du jour au lendemain. L'épine dorsale montagneuse du centre rendait l'extension du réseau autoroutier d'un coût prohibitif. L'aviation n'était pas un luxe pour le Vietnam. C'était la seule option de transport de masse viable pour une économie en modernisation rapide. Puis, en 2011, tout a changé.
Vietjet Air, fondée en 2007 par Nguyen Thi Phuong Thao en tant que première compagnie aérienne privée du Vietnam, a lancé son vol commercial inaugural de Ho Chi Minh Ville jusqu'à Hanoï. Le choix du moment était délibéré. La classe moyenne vietnamienne connaissait une expansion rapide, avec plus de 40% de la population âgée de 25 à 59 ans, précisément la tranche démographique la plus susceptible de prendre l'avion pour affaires ou alors pour des visites familiales. Vietjet a introduit quelque chose que le Vietnam n'avait jamais connu. Des voyages aériens véritablement abordables. Les tarifs promotionnels sont tombés à quelques dollars. Des vols qui coûtaient auparavant un mois de salaire pour un travailleur moyen se retrouvaient soudain en concurrence avec les billets de bus. L'effet a été immédiat et transformateur. Des millions de Vietnamiens ont pris l'avion pour la première fois. Le modèle de Vietjet était d'une efficacité implacable. Haute densité de sièges, rotation rapide des appareils, une politique tarifaire promotionnelle agressive qui générait une couverture médiatique énorme, parfois controversée. La machine publicitaire fonctionnait. En 2017, Vietjet a réalisé son introduction en bourse et Thao est devenue la première femme milliardaire autodidacte d'Asie du Sud-Est. Les chiffres qui ont suivi étaient stupéfiants. Vietjet a commandé 200 Boeing 737 MAX dans le cadre d'accords signés lors de visites d'État des présidents américains Barack Obama et Donald Trump. Lors du salon aéronautique de Paris 2025, la compagnie a signé pour 100 Airbus A321 Neo supplémentaires plus 50 options d'achat, la plus grande commande de l'événement, confirmée en octobre 2025. La compagnie a également fait la commande d'un total de 40 gros porteurs Airbus A330-900 Neo. Vietjet dispose désormais de 134 appareils. Mais Vietjet n'opérait pas en vase clos. Vietnam Airlines, la compagnie nationale publique, a répondu par sa propre modernisation. La compagnie exploite une flotte de 102 appareils, comprenant des monocouleurs Airbus et des A350-900, 17 Boeing 787 et 6 turbopropulseurs régionaux ATR-72. En 2024, Vietnam Airlines a affiché le bénéfice le plus élevé de son histoire. 8 000 milliards de VND, soit environ 310 millions de dollars, et un chiffre d'affaires total de 4,4 milliards de dollars. Cela mettait fin à 4 années consécutives de pertes. Entre ces deux compagnies sont apparues Bamboo Airways en 2019, Viet Travel Airlines, Pacific Airlines dans le cadre de la structure de filiale de Vietnam Airlines et l'opérateur régional Vasco. En 2025, Sun Phuoc Airways a débuté ses vols, devenant encore une nouvelle compagnie aérienne vietnamienne. Sun Phuoc Airways a également passé des commandes pour jusqu'à 40 Boeing 787. Mais c'est là que le récit de surface induit en erreur. Cette compagnie aérienne suggère un marché libre et concurrentiel. La réalité s'apparente davantage à un duopole soigneusement équilibré. L'histoire des challengers qui ont tenté leur chance est édifiante. Bamboo Airways s'est lancé avec une ambition extraordinaire, prévoyant une flotte de 100 appareils d'ici 2028, dont des gros porteurs Boeing 787 pour les liaisons intercontinentales. Puis, en mars 2022, son fondateur Trinh Van Quyet a été arrêté pour manipulation boursière et détournement frauduleux d'actifs avant d'être condamné à une peine de prison. La compagnie a implosé. Elle a restitué 19 appareils à ses loueurs, dont l'intégralité de sa flotte gros porteurs, licencié ses pilotes étrangers, réduit sa masse salariale de 60% et accumulé des pertes dépassant 2300 milliards de VND. Fin 2025, Bamboo n'exploitait plus que 7 appareils sur 12 liaisons domestiques. L'entrée de compagnies étrangères s'est avérée tout aussi difficile. AirAsia, la plus grande compagnie aérienne à bas coût d'Asie du Sud-Est, a essayé à plusieurs reprises d'établir une co-entreprise vietnamienne sur 2 décennies, s'associant avec Pacific Airlines en 2005, Vinashin en 2007, Vietjet en 2010 et IO Aviation dans un projet annoncé en 2017, puis abandonné en 2019. Chaque tentative a échoué. La réglementation vietnamienne plafonne la participation étrangère dans le transport aérien à 30%, créant une barrière presque infranchissable. Tony Fernandez, le PDG d'AirAsia, a publiquement exprimé sa frustration. Le duopole n'est pas accidentel, il est structurel. Mais c'est ici que toute cette histoire prend un grand tournant inattendu. L'importance du boom aéronautique vietnamien ne réside pas vraiment dans le carnet de commandes de Vietjet, ni dans les bénéfices records de Vietnam Airlines.
L'importance réside dans ce qui se passe lorsque la demande de passagers dépasse systématiquement l'infrastructure faite pour l'absorber et dans la manière dont ce décalage est en train de remodeler silencieusement les dynamiques concurrentielles à travers toute l'Asie du Sud-Est. Le Vietnam exploite 22 aéroports d'une capacité combinée conçus pour accueillir environ 96 millions de passagers par an. En 2025, ces aéroports ont traité 83,5 millions de passagers, avec des projections visant 95 millions en 2026. Le système approche et, dans certains cas, dépasse déjà ses limites physiques. L'aéroport international de Tan Son Nhat à Ho Chi Minh Ville est l'exemple le plus extrême. Durant la seule période de 5 jours des vacances du jour de la libération, l'aéroport a traité environ 710 000 passagers. L'infrastructure du terminal n'était pas conçue pour un tel volume. Les retards s'enchaînent en cascade, la congestion des voies de circulation s'aggrave, la disponibilité des portes d'embarquement devient un goulet d'étranglement stratégique. C'est là que l'aéroport international de Long Tan, d'un coût de 5,45 milliards de dollars, entre en jeu. Prévu pour commencer ses opérations à la mi-2026 dans la province de Dong Nai, Long Tan représente le plus grand investissement en infrastructure aéronautique de l'histoire du Vietnam. Il est conçu pour accueillir à terme 100 millions de passagers par an, doublant ainsi la capacité aéroportuaire du sud du Vietnam. Le plan national plus large nécessite environ 19 milliards de dollars pour développer 33 aéroports d'ici 2030. Voyez-vous, le Vietnam ne se contente pas de construire un marché aérien. Il construit l'écosystème physique pour en soutenir un. Tous les autres grands hubs aéronautiques d'Asie du Sud-Est, le Suvarnabhumi de Bangkok, le Changi de Singapour et l'aéroport international de Kuala Lumpur ont été construits en commençant par l'infrastructure. Le Vietnam fait les choses à l'envers. La demande est arrivée avant les terminaux. Les commandes d'avions ont été passées avant que les pistes n'existent pour les y garer. Et pourtant, d'une manière ou d'une autre, le système continue de croître. Pourtant, la croissance entre en collision avec une crise qui menace de plafonner la trajectoire du Vietnam. Le rappel des moteurs Pratt & Whitney PW1000G, déclenché par un défaut de fabrication dans les composants en poudre métallique, a cloué au sol des avions commerciaux au Vietnam. Les conséquences sont graves. Les délais d'inspection de maintenance ont gonflé de 60 jours à plus de 300 jours, les installations de réparation mondiale étant submergées. Vietnam Airlines a été contrainte de recourir à la location avec équipage d'avion à des tarifs exorbitants. Le directeur de la CAAV, Dinh Viet Tang, a publiquement mis en garde contre une grave pénurie d'avions affectant les capacités de transport sur des routes domestiques comme internationales. Une résolution complète n'est pas attendue avant fin 2026 ou début 2027, voire plus tard encore. Les tarifs aériens intérieurs ont bondi de 15 à 20% début 2024, alors que la disponibilité des sièges chutait brutalement. Les passagers même pour lesquels les compagnies à bas coût avaient démocratisé le transport aérien se sont soudain fait exclure par les prix durant les périodes de pointe. Pourtant, voici ce qui est contre-intuitif. Bien qu'ayant perdu sa flotte à cause des immobilisations liées au moteur, les aéroports du Vietnam ont tout de même enregistré des nombres records de passagers en 2025. Les passagers internationaux ont atteint 46,6 millions, en hausse de 12% en glissement annuel, dépassant le pic pré-pandémique de 2019 de 38 millions. Les volumes de fret international ont bondi de 22,6% pour atteindre 1,3 million de tonnes. Le marché croît extrêmement vite. Et même les crises mécaniques ne peuvent le contraindre. La plupart des compagnies aériennes d'Asie du Sud-Est ne peuvent pas reproduire ce que le Vietnam a construit. Les conditions sont structurellement uniques. La géographie, c'est la première barrière. Aucun autre pays de la région ne possède la forme allongée du Vietnam, créant un corridor domestique captif sans alternative viable de transport terrestre. Le marché intérieur thaïlandais repose fortement sur le tourisme vers les îles et les destinations balnéaires. La demande intérieure vietnamienne est fondamentalement économique, portée par les voyages d'affaires et la mobilité de la main-d'œuvre entre deux centres urbains massifs. La démographie crée le deuxième avantage. La population vietnamienne de près de 100 millions d'habitants, dont plus de 40% se trouvent dans leurs années de revenus et de déplacement les plus élevés, génère une demande organique que des marchés plus petits, comme le Cambodge, le Laos ou même la Malaisie, ne peuvent égaler par habitant. La protection réglementaire constitue le troisième rempart. Le plafond de 30% de participation étrangère a empêché l'entrée des géants régionaux qui auraient autrement fragmenté le marché.
Les 2 décennies de tentatives infructueuses d'AirAsia démontrent à quel point cette barrière reste efficace. Pourtant, chaque compagnie aérienne d'Asie du Sud-Est doit désormais tenir compte de ce que le Vietnam démontre. Le Suvarnabhumi de Bangkok, qui a historiquement dominé la connectivité régionale, fait face à un nouveau concurrent pour le trafic de transit. Les compagnies vietnamiennes exploitent désormais 113 routes internationales. Les commandes d'A330 Neo de Vietjet signalent des ambitions claires au-delà de l'Asie du Sud-Est, ciblant des routes moyen courrier vers l'Australie, l'Inde, l'Asie centrale et à terme l'Europe. L'hypothèse selon laquelle le Vietnam resterait un rayon dans le réseau en étoile de quelqu'un d'autre est en train de se dissoudre. Les compagnies vietnamiennes ont capté 40 à 45% de l'ensemble du trafic international à destination et en provenance de leur propre pays. Vietjet détient à elle seule environ 24% de la part de marché international global. Ces compagnies aériennes n'alimentent pas des hubs étrangers, elles construisent les leurs. Le marché aéronautique vietnamien représente l'inversion complète. Non pas un réseau imposé de l'extérieur, mais un réseau construit de l'intérieur. Non pas soutenu par des compagnies étrangères transitant par des hubs étrangers, mais propulsé par des compagnies nationales qui commandent des centaines d'avions pour desservir une population qui a découvert que l'avion était plus rapide que le train et n'a jamais regardé en arrière. Lorsque l'aéroport international de Long Tan ouvrira ses portes en 2026, il ancrera un marché aéronautique qui existait à peine il y a 15 ans. La question n'est pas de savoir si les compagnies aériennes vietnamiennes peuvent maintenir cette croissance. C'est de savoir si le reste de l'Asie du Sud-Est y prête vraiment attention.